Mais bonjour à tous et merci d'être là avec nous pour à ce webinaire donc Blockchain Use Case avec Sébastien Puccio sur le Zoom de Blockchain HEC. Je suis David Servet, président et fondateur de Blockchain HEC et je tenais donc à vous présenter Dimitri qui fait nouvellement partie de la Core Team et pour nous aider donc à organiser events, soutenir le développement du groupement et puis et pour modérer cette session. D'ailleurs, à ce sujet, nous organisons prochainement une session avec la Core Team pour vous la présenter. Une Core Team de 8 personnes actives aujourd'hui. Donc, puis nous recrutons constamment. Donc, n'hésitez pas d'ailleurs à nous contacter par email si vous êtes motivé à rejoindre la Core Team, comme Dimitri. Et pour votre information, donc, nous avons organisé exceptionnellement cette session le lundi soir, au lieu de mardi et jeudi pour 2 raisons. Parce que normalement, c'est effectivement mardi et jeudi soir. Première raison, pour vous donner donc envie de choisir le module blockchain pour ceux qui sont en master spécialisé à HEC Paris et qui doivent sélectionner cette semaine leur module pour la suite de leur cursus. Donc, d'ailleurs, merci beaucoup à Benoît pour nous avoir mis sur la voie. Et puis, la deuxième raison, parce qu'en fait, nous vous donnons tous rendez-vous à la Binance Week sur Paris, au Palais des Congrès, donc du 14 au 16 septembre. Donc, je suis très heureux de voir que la communauté grandit, et notamment auprès des élèves de HEC Paris, mais aussi bien au-delà, car le maître mot de notre communauté Web3, c'est bien la diversité, donc diversité des talents, des métiers, des secteurs, des industries. Car vous allez le voir aujourd'hui à travers cette présentation de quelques use cases, la blockchain a un impact sur toute notre société. Alors, nous avons décidé avec Dimitri de lancer cette série mensuelle qu'on nommera donc Blockchain Use Case pour vous donner une idée plus précise et concrète des cas d'utilisation de la blockchain. Donc, je vous souhaite à tous une excellente conférence. Et je te laisse la parole, Dimitri, pour modérer cette session. Donc, belle soirée à tous. Super. Merci beaucoup, David. Bonsoir à tous. Je m'appelle Dimitri, je suis membre de chez Blockchain HEC, qui a été créé donc en 2007 par David Servet. Et pour vous partager du coup les connaissances sur l'économie Web3, la blockchain et puis ainsi tout l'écosystème. Donc au nom de Blockchain HEC, je tiens à remercier aussi tout particulièrement les prime sponsors PwC et Stake Capital Group, qui sont les partenaires, et aussi HEC Alumni, HEC Paris et tous les 80 speakers et sociétés qui sont déjà venues apporter leur éclairage sur l'univers Web3. Merci à eux. Je rappelle que nous avons donc 2 conférences par mois. La prochaine sera donc d'ailleurs demain le 13 septembre avec le cofondateur de BIM, Cyprien Gros, qui a créé le futur YouTube décentralisé, une magnifique pépite dont on verra demain. Pour revenir au sujet d'aujourd'hui, ça nous tient particulièrement. Alors, juste, excuse-moi, Dimitri. Pardon. En fait, c'est 2 conférences par semaine. En ce moment, le rythme est beaucoup plus intense. Au début, c'était du 2 par mois. Et puis, donc, juste, excuse-moi de t'avoir coupé, juste pour préciser. Il n'y a pas de souci, David. Aucun souci. Aujourd'hui, avec David, on est ravis d'accueillir Sébastien Puccio de la branche Exaion, filiale d'infrastructure Web3 d'EDF, qui va nous expliquer un peu les quelques cas d'utilisation de la blockchain qu'Exaion a pu déployer sur ces différents secteurs. Côté logistique, cela va durer environ 45 minutes, dont 30 minutes de présentation et 15 minutes de questions-réponses. Nous vous demandons donc de tous muter vos micros pendant la présentation et d'écrire vos questions dans le chat, et nous vous répondrons en dernière partie. Je laisse donc la parole à Sébastien. Merci à toi, Sébastien. Et puis, je vais pouvoir te laisser te présenter. Très bien. Merci beaucoup pour l'introduction et merci à David et Dimitri pour l'invitation. Très sympa d'être présent. Donc, je m'appelle Sébastien Puccio, je suis le directeur commercial Europe chez Exaion. Donc, comme tu l'as dit, Dimitri, on est une filiale d'EDF. On est la filiale Web3. En fait, nous, on est un fournisseur éco-responsable d'infrastructures et de solutions pour le Web3. Et en fait, dans le Web3, on fait différentes choses. On ne fait pas simplement de la blockchain, on fait beaucoup de blockchain.
on va y revenir évidemment, mais on fait aussi de la puissance de calcul, on fournit de la puissance de calcul dans le cloud, on appelle ça du cloud 3D, et aussi des data centers et des data centers décentralisés. Et en fait, au final, avec ces trois piliers, on est aussi un acteur du Web3, il n'y a pas que ça, mais déjà avec ça, on peut beaucoup aider, et notre but, c'est vraiment d'essayer de devenir un acteur européen et mondial au niveau des infrastructures. Et d'où est venue en fait la petite histoire d'Exaion, c'est que EDF en fait a des supercalculateurs depuis très longtemps, qui sont dans le top 500, et en fait ils décommissionnent ces supercalculateurs au bout de 3-4 ans pour les remplacer par des plus récents, et ils en font rien. Et effectivement, à ce niveau-là, ils sont déjà amortis. À démonter un supercalculateur, ça coûte plusieurs centaines de milliers d'euros, donc c'est compliqué. Donc ils n'en faisaient rien. Et en fait, nos deux cofondateurs qui étaient chez EDF avant, donc c'est une aventure intrapreneuriale, ils sont partis du constat ils se sont dit autant racheter les supercalculateurs et les utiliser pour faire de la validation de transactions et utiliser aussi la puissance de calcul pour faire tourner de l'IA, des algorithmes, des choses comme ça. Et donc c'est parti de là à la base Exaion. Aujourd'hui, on est présent dans les 2 data centers d'EDF et on a commencé à s'internationaliser, notamment au Québec où on a créé un premier data center qui est propre à nous-mêmes et on a commencé à développer beaucoup notre parc informatique. Donc, on a 3 supercalculateurs, on a plus de 800 GPU, donc cartes graphiques, et on fournit pas mal de clients aujourd'hui, à la fois dans le cloud 3D, c'est-à-dire plutôt dans l'animation, dans les écoles d'animation, les choses comme ça, et dans la blockchain, où ça sera plus le sujet d'aujourd'hui, où on travaille à la fois avec des institutionnels et à la fois avec des petits startups sur différents projets. Donc voilà, pour la petite présentation déjà d'Exaion. Je vais peut-être rentrer dans le vif du sujet, vous voulez que je fasse comment? Non, écoute, vas-y, continue. Ouais, donc nous on fait différentes choses à la base. Donc infrastructure pour le Web3, infrastructure blockchain, ça veut dire quoi réellement? Aujourd'hui, pour travailler sur la blockchain, comme sur Internet, en fait, il faut passer par ce qu'on appelle des nœuds blockchain. Et un nœud blockchain, ça permet de communiquer avec la blockchain. Si on veut déployer un smart contract, si on veut faire une requête sur la blockchain, si on veut faire n'importe quoi sur la blockchain, il faut passer par un nœud. Aujourd'hui, il existe pas mal de nœuds, de ce qu'on appelle des nœuds RPC. C'est des nœuds fournis soit par des entreprises, soit par des particuliers qui ont leur serveur qui tourne et qui permettent d'accéder à ça. Mais il y a commencé à avoir de plus en plus de gros acteurs aussi, des acteurs un peu corporate, qui ont commencé à développer justement des nœuds as a service, on va dire, donc permettre de déployer une infrastructure comme AWS, comme Google qui fait ça sur le Web 2. Dans le Web 3, il commence à y avoir quelques acteurs comme ça. Aujourd'hui, les gros acteurs, ça s'appelle Infura, ça s'appelle Alchemy. C'est des boîtes américaines qui ont levé des centaines de millions d'euros, voire plus, même ça se compte en milliards, qui sont valorisés plusieurs milliards. Il y a un acteur suédois, très intéressant en Europe, mais il n'y en a pas trop, il n'y en a pas d'autres. Et du coup, nous, on veut s'imposer un peu comme le provider d'infrastructure. Et depuis 1 an et demi, on a développé une plateforme qui s'appelle Hexanode, qui aujourd'hui est en toute fin de bêta-test, qui est déjà utilisée depuis très longtemps par des acteurs, enfin par des clients historiques, on va dire, mais qu'on a maintenant industrialisé et qu'on sort officiellement en octobre, et qui va permettre d'héberger des nœuds sur différents protocoles blockchain en quelques clics. Et la différence, par exemple, avec certains gros acteurs américains ou d'autres internationaux, c'est que nous, on est agnostique des protocoles. Ça vient vraiment de notre ADN, de notre philosophie depuis 2 ans. Parce que oui, je ne l'ai pas dit, mais Exaion a été créé en début 2020, donc on est plutôt jeune. Moi, je suis arrivé il y a 1 an et demi, on était 9, aujourd'hui on est 37. Donc on est en pleine croissance. Et donc voilà, donc le but avec cette plateforme d'hébergement de nœuds, c'est de permettre d'avoir un tiers de confiance européen, français en l'occurrence, et en plus adossé à EDF. Donc, qui veut dire être adossé à EDF veut dire aussi respecter les normes de sécurité d'EDF. Nous, on est bâti sur le SOC, donc c'est le Security Operations Center d'EDF, qui en termes de sécurité fait partie, à mon avis, des plus hautes qui existent en France. Il y a peu de sociétés qui ont autant de sécurité qu'EDF. On parle quand même du plus gros énergéticien européen et quasiment du monde. On parle aussi de nucléaire, on parle de choses comme ça. Donc forcément, en termes de sécurité, ils se doivent d'être au top. Et notamment, les data centers sur lesquels aujourd'hui on est hébergé sont ce qu'on appelle du tier 4, qui est la plus haute certification, à la fois en termes de sécurité, mais aussi en termes d'environnement. Et ça, c'est le vrai sujet aussi, l'environnement. Quand je disais on est un acteur éco-responsable, c'est que justement, nous, on prône des infrastructures où on donne une seconde vie à des infrastructures, déjà avec les supercalculateurs. On achète très peu de choses neuves.
ce dont on n'a pas le choix généralement, c'est certains disques durs, c'est des cartes graphiques aussi. Mais on s'efforce en permanence d'utiliser du matériel qu'on va pousser jusqu'au bout. Et en plus avec une vraie approche en termes d'apport électrique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nos data centers, le mix énergétique de nos machines, c'est du nucléaire, de l'éolien, donc c'est du renouvelable. Et donc en termes d'émissions de CO2, on est très bas, on est extrêmement bas, on peut difficilement faire plus bas. Et donc c'est ça aussi, c'est aussi être un acteur qui fournit de l'infrastructure, qui soit éco-responsable, qui soit green si on veut. Et ça, c'est vraiment ça en plus qui nous différencie par rapport à beaucoup d'autres acteurs. Donc voilà. Donc effectivement, je vois des questions. Donc je vais aller sur ça. C'est vrai qu'on travaille nous, et c'est totalement ça. C'est que nous on travaille que sur des blockchains en proof of stake et pas du proof of work. Nous on n'a jamais fait de Bitcoin par exemple. On a fait de l'Ethereum en fait au tout début avec nos machines parce que voilà, tout le monde le sait, mais The Merge là va arriver et donc la blockchain d'Ethereum va passer du proof of work en proof of stake. Mais déjà il y a 2 ans, ça devait être le cas. Et justement, cette mise à jour a eu plus de 2 ans de retard. Et donc, nous, on s'était mis d'abord sur l'Ethereum pour se dire, de toute façon, elle va passer en proof of stake. Donc, on travaille sur beaucoup de blockchains différentes. On travaille sur du Tezos, qui est une blockchain où la plus grosse communauté est française, on va dire. Donc, on travaille beaucoup sur du Tezos. On travaille sur du Energy Web Token. On travaille sur tous les layers 2 aussi d'Ethereum, évidemment. On travaille aussi sur des blockchains plus privées ou de consortium, si on veut, du Hyperledger. Donc voilà, nous on est totalement agnostique des protocoles. On cherche vraiment à conseiller ce qui est le plus intéressant, on va dire, pour le cas d'usage de nos clients. Donc voilà, et c'est vrai qu'on a fait pas mal de projets en Hyperledger parce que la thématique était là. On va dire que quand on parle de consortiums qui ont besoin quand même d'avoir certaines règles de confidentialité, on privilégie plutôt ça, mais on a aussi travaillé sur du Tezos plus récemment. Donc, excuse-moi, mais du coup, vous êtes focus sur la construction de nœuds en tant que tel. Donc, par exemple, Solana et Ether aussi qui va passer en 2.0. Est-ce que vous avez aussi d'autres cas d'utilisation de vos machines autres que des nœuds? Tu en as parlé tout à l'heure avec du coup des clouds, etc. Mais est-ce que, par exemple, je ne sais pas, vous avez des clients qui veulent autre, mais qui veulent aussi utiliser la technologie blockchain? Bien sûr. Oui, surtout qu'au début, en fait, on a fait beaucoup de développement. Donc, on a développé beaucoup de projets en fait, différents, notamment alors, il y a des projets assez intéressants, notamment un projet qui est pour la CPDP, qui est le comité des professionnels du pétrole. Nous, on a développé toute une plateforme, en fait, qui permet de digitaliser une taxe. Alors en fait, tout le carburant qui est importé en France, aujourd'hui, il faut incorporer du biocarburant, enfin, il faut incorporer du bio dans le carburant qui est importé. Et plus il y a de bio, moins on paye de taxes. En fait, il y a tout un calcul qui est fait en fonction du pourcentage de bio qu'il y a dans le carburant, etc. Et donc, on parle quand même de plus de 80 pétroliers qui travaillent, qui à la base importent du coup du biocarburant. Et on a les douanes françaises d'un autre côté qui doit savoir qu'est-ce qui est amené, quel est le pourcentage de bio, etc. Et ils doivent calculer la taxe, envoyer les documents, etc. Donc, c'est un process qui, à la base, avant, était totalement sur papier. C'était de l'Excel, c'était des feuilles en format A4 qui étaient imprimées et des documents CERFA envoyés par la poste, etc. Et en fait, nous, on a justement digitalisé tout ça et on a supprimé totalement le papier. Et on s'est basé sur la technologie blockchain pour justement certifier les informations qui étaient envoyées à la douane, la taxe qui était calculée automatiquement par des smart contracts, des choses comme ça. Et donc ça, c'est vraiment un des gros projets qu'on a fait. Aujourd'hui, on a fait un POC au tout début, c'était il y a un an et demi. Maintenant, c'est en prod. Et aujourd'hui, la douane utilise vraiment cette plateforme pour faire tout ça. Et donc, évidemment, il y avait toute une notion de confidentialité entre les différents acteurs, parce que vous imaginez bien quand il y a Total, BP, Bolloré, etc., qui travaillent sur une même plateforme, c'est parfois des partenaires, c'est souvent des concurrents, et donc il faut qu'ils soient assurés que tout ça marche. Donc voilà. Et donc tout ce projet-là, là c'était sur Hyperledger, comme je disais, donc il y avait des smart contracts à mettre en place, des channels spécifiques pour chacun des partenaires, et au-delà de simplement la blockchain, il y avait aussi tout le front et le back à faire en fait en termes de projet.
Parce qu'au final, un projet blockchain, c'est généralement dans un projet, c'est peut-être qu'un tiers du travail. Parce que la blockchain ne répond pas à tout. Aujourd'hui, une interface web, peut y avoir une base de données, peut y avoir d'autres choses. Et au final, la brique blockchain est une petite partie. Alors, un tiers, c'est pas forcément une petite, mais c'est une partie seulement de l'ensemble de ça. Donc, nous, on est quand même une boîte de développement, on va dire, en blockchain, et on fait toute la partie aussi front et back, etc. Donc voilà, donc ça, c'est par exemple un gros use case qui nous a fait connaître, on va dire, plutôt pas mal. On fait de la rédaction de smart contracts aussi pour les sociétés. On travaille beaucoup avec Société Générale Forge, qui est la filiale blockchain de la Société Générale, maintenant qu'on accompagne depuis plus d'1 an. Et à la base, on les a accompagnés la première fois sur leur émission obligataire qu'ils ont fait auprès de la BCE et qu'ils ont backé par la blockchain. Et donc là, effectivement, ils ont utilisé nos nœuds, mais ils ont aussi utilisé notre expertise, on va dire, sur les smart contracts, sur la revue de smart contracts, sur l'audit des smart contracts, et de mettre en place les bonnes structures. Notamment avec le lug, c'est ça? Ouais. Alors ça, c'est tout récent, effectivement, on a aussi fait ça. Donc, on travaille avec Casino, avec Lug, on a travaillé sur différents projets, et on a tout fait à la base en externe. Parce que la petite histoire d'Hexagon, c'est aussi de prouver qu'on pouvait faire du chiffre à l'externe et que ce n'était pas simplement une start-up, une filiale d'EDF qui allait faire du business avec EDF. Donc, on a tout prouvé à l'externe. Et aujourd'hui, maintenant, depuis quelques temps, presque 1 an, on commence à travailler aussi avec EDF parce qu'il y a des vrais use cases, notamment sur l'électricité, évidemment, sur la traçabilité de l'énergie, de savoir quelle est la part renouvelable ou pas dans l'électricité. Et donc, nous, on a développé un outil pour EDF en interne qui couplé à de l'IoT, en fait, va enregistrer automatiquement les données qui sont générées par l'IoT. Et c'est ce qui est intéressant parce que il ne faut pas qu'il y ait d'humain, on va dire, au milieu, parce que la donnée, le problème de la donnée quand on veut la certifier, c'est qu'il faut être sûr qu'elle n'est pas modifiée ou avant de rentrer vraiment. Donc, c'est pour ça que l'IoT est intéressant. Moi, je pense qu'il y a un vrai cross à faire et vraiment quelque chose à faire entre l'IoT et la blockchain parce que c'est l'IoT qui va fournir les données. Et donc, si on branche quelque chose directement, par exemple, là où, à la sortie de la data, sur une centrale ou n'importe quoi, on va pouvoir enregistrer derrière la donnée et certifier la part de renouvelable ou de production, d'où vient exactement, de quelle centrale, etc. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on a développé pour EDF, plutôt en interne aujourd'hui. Donc voilà. D'accord, et donc du coup, c'est vraiment du B2B, quoi. C'est pas du B2C que vous faites. Non, alors c'est vrai que nous, on fait du B2B avec les sociétés. Maintenant, oui, si je peux me permettre, peut-être, Sébastien, parce qu'on s'était connus dans le cadre d'un AMA avec le CLAP, je crois. Non, le CLAP. Ouais, justement, j'allais y venir pour dire qu'on fait du B2B2C. C'était ma transition sur le CLAP, par exemple. Mais effectivement, nous on travaille avec des sociétés, mais on travaille sur des projets qui sont plutôt B2C. Et effectivement, tout dernièrement, on a accompagné une société qui s'appelle la DCM, la Diversité du cinéma français. Et c'est des producteurs à la base. C'est la partie métier, on va dire, du cinéma. Ils font de la production de séries, de documentaires, de films. Et en fait, ils cherchaient à lever des fonds. Parce qu'aujourd'hui, il y a des systèmes. Alors aujourd'hui, pour le financement du cinéma, il y a des Sofica, il y a le CNC aussi qui fournit des subventions, etc. Mais ça ne répondait pas forcément, eux, à leurs besoins, notamment au niveau du développement. Il faut savoir que le plus important en réalité dans un film, c'est quand même toute la partie script et script, casting, etc. Donc c'est toute la partie quand même qui est avant de débuter la production, avant même que les caméras tournent. Et c'est malheureusement la partie où il y a de moins en moins d'argent. Généralement, c'est censé être à peu près 5% d'un budget d'un film. Aujourd'hui, c'est plutôt vers 3%. Et donc, c'est pour ça qu'on n'a pas forcément des œuvres de qualité, on va dire, dans le cinéma, ça dépend, mais pas forcément. Le but, c'est de pousser un peu ça. Et donc, eux cherchaient un nouveau véhicule pour justement lever des fonds et permettre aux jeunes artistes, mais aussi des producteurs ou des artistes qui sont plutôt expérimentés, de déposer des projets et de lever des fonds pour justement financer ces projets. Et donc, nous, on a accompagné cette société sur toute la partie technique. Donc, ça allait vraiment donc, ils avaient une idée
mais nous, on l'a retranscrit vraiment en termes de blockchain et on a développé à la fois toute la partie blockchain et aussi la plateforme. Donc aujourd'hui, ils sont en levée de fonds pour l'instant, justement. Et nous, on a développé aussi le site internet, toute la plateforme derrière qui permet de déposer des projets, etc. Et ça, c'est intéressant parce que là, on rentre vraiment sur des projets d'ICO, sur des projets assez concrets qui permettent de financer l'économie réelle. Et donc, il y a des mécaniques assez différentes parce que, par exemple, là, on doit travailler sur les tokenomics, évidemment, d'un projet. Tu connais bien aussi, Dimitri, où tu fais l'équipe de projet. Mais voilà, on a longuement réfléchi aux tokenomics. D'ailleurs, dans les tokenomics, il y a deux tokens, en fait. Il y en a un qui sert juste on va dire, qui est la poche d'investissement. Parce que le but, en fait, c'est de financer ce qu'on appelle une pellicule, parce qu'on reste dans le cinéma. Et donc, la pellicule va venir financer, en fonction de combien elle lève, elle va venir financer entre 20 et 50 œuvres. Et donc, le but, c'est de faire un catalogue d'œuvres et donc aussi de répartir le risque. Parce qu'il y a eu beaucoup de projets dans le cinéma sur financer le cinéma, mais c'est souvent financer un film ou financer un auteur. Là, nous, c'est pas du tout pareil. C'est vraiment, il y a un comité de sélection qui sont des professionnels, on va dire, du cinéma. Il y a du Fred Musa, il y a aussi Sophie Gaillet qui est dessus. Il y a pas mal de professionnels, on va dire, qui sont en comité de sélection. Il y en a une dizaine et ils viennent choisir aussi les œuvres et lesquelles peuvent être intéressantes potentiellement, lesquelles ont du potentiel, et justement d'allouer l'argent qu'il faut pour ces différents projets. Donc le but, c'est de financer un catalogue. Donc l'investisseur, il investit dans un catalogue, et derrière, son risque est quand même beaucoup plus réduit. Parce qu'évidemment, ça va être compliqué de faire 50 belles œuvres, mais d'en faire quelques-unes, c'est déjà bien, et c'est ce qui va permettre d'ailleurs de tout rembourser et de continuer à générer de l'argent. Donc voilà. Et derrière, il y a même une DAO qui va être mise en place sur le projet, parce que les détenteurs justement de certains tokens, en fonction de leur part, ils vont avoir des droits de vote derrière, donc pour aiguiller aussi le comité sur est-ce qu'on veut plutôt des séries, est-ce qu'on veut plutôt des films, parce que l'essence même du projet, c'est aussi de se dire que c'est le téléspectateur qui a raison. Et donc, il faut l'écouter. Chose qui n'est pas forcément le cas aujourd'hui dans le cinéma. Donc voilà. Je voudrais juste rajouter que pour ceux qui ne connaissent pas très bien les termes qu'on vient d'employer, la tokenomics, c'est vraiment genre les détails sur le financement, etc., sur la répartition des actifs, etc. Et puis une DAO, c'est vraiment une organisation autonome et décentralisée, gouvernée par les détenteurs du jeton en question. Et donc, l'équipe va proposer des solutions ou des alternatives. Et puis, les personnes qui vont détenir une certaine quantité de jetons vont pouvoir dire si oui ou non ils sont d'accord avec la proposition. Et s'ils sont d'accord, cette proposition sera appliquée et mise en place. Voilà. Je voulais juste faire cette petite aparté pour au cas où si on perd quelques personnes. Alors, il y a quelques questions dans le chat. Oui, je regardais. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Quelles sont... Alors, notamment il ne faut quasiment pas d'infra. Alors oui et non. Ça dépend beaucoup des blockchains. Le proof of stake, alors, bon, déjà, il y a la taille de la blockchain de base, et certaines blockchains font plusieurs terrains. Donc, il faut déjà permettre en fait en permanence de retranscrire les blocs qui vont être enregistrés, de les enregistrer sur son infra. Et derrière, ça dépend des blockchains, mais c'est un ou plusieurs serveurs. Après, le but de notre infra, ce n'est pas simplement de faire du staking, mais c'est d'assurer en fait derrière la scalabilité. Parce qu'aujourd'hui, si tu fais juste enregistrer la blockchain et faire tourner des blocs potentiellement, pas de souci, effectivement, ça ne demande pas beaucoup. Mais derrière, quand on a plusieurs centaines, plusieurs milliers de transactions par seconde qui ont besoin de passer par un nœud, en fait, un nœud RPC, il va tomber. Aujourd'hui, toutes les boîtes tout ce qui est, alors notamment, je pense notamment au play to earn, donc tous les jeux parce qu'ils communiquent beaucoup avec la blockchain, les jeux, ils ont besoin d'une grosse scalabilité parce qu'il y a beaucoup de transactions par seconde. Et donc à ce niveau-là, on a besoin de ce qu'on appelle des nœuds privés. Donc nous, c'est ce qu'on fournit. En fait, on a développé toute une architecture sur du Kubernetes. Donc Kubernetes, c'est beaucoup c'est de l'open source qui permet de rajouter plein de briques. Et on a créé toute une architecture qui supervise les nœuds et qui fait en sorte que dès qu'un nœud tombe, il y en a un qui prend toujours le relais et que donc en termes de disponibilité, on est au maximum. Il ne faut surtout pas, pour des acteurs qui travaillent réellement sur la blockchain, qu'un nœud tombe. Si jamais on utilise la blockchain juste comme ça
il n'y a pas de problème, on peut attendre que le bloc soit validé plus tard, quand le nœud sera remis en place. Pour des boîtes qui veulent vraiment rentrer dedans et qui ont des transactions enregistrées en permanence, elles ont besoin de quelque chose de stable. Et typiquement, nous, il y a peut-être sûrement dans le public des gens qui connaissent Dogami, qui avaient fait leur pétaverse avec les mints des chiots qu'ils avaient fait. Alors, ils avaient lancé leur première pré-sale il y a quelques mois. Et ils ont atteint plus de 5000 transactions par seconde en termes de requêtes. Et donc et c'était sur nos nœuds que ça tournait. Et justement, nos nœuds ne sont jamais tombés. Et sur des nœuds RPC, ils seraient tombés. Donc en fait, c'est au-delà de simplement l'infra qu'il faut, c'est vraiment aussi comment l'infra est gérée et justement comment elle est disponible, etc., en termes de scalabilité, derrière de latence, etc. C'est ça qu'on apporte réellement, on va dire. Voilà. En tout cas, c'était une très bonne question. Mais c'est vrai que oui, tout va dépendre de la scalabilité. Genre, par exemple, tout le monde peut monter un nœud Bitcoin chez soi, mais pour monter le reste, c'est beaucoup plus compliqué, quoi. Bien sûr. Oui, Oui, bien sûr. sur la différence. Un développeur, il peut faire son propre nœud, il n'y a pas de souci s'il veut juste faire des tests, etc. Maintenant, c'est pour ça qu'on fait du B2B et qu'on vise quand même des acteurs qui rentrent vraiment dans la blockchain. Et après, sur toute la partie stacking, là, c'est un peu différent parce que c'est plutôt financier. La partie stacking, forcément, il faut qu'on soit aussi… plus tu stacks, plus ton nœud et tes nœuds sont disponibles et moins tu as de latence, plus tu vas être choisi aussi par la blockchain pour valider les nœuds. Donc, en fait, c'est un cercle un peu voilà, comme ça. Et forcément, les acteurs institutionnels qui se disent, moi, je vais placer mon argent ou de la trésorerie en stacking pour générer aussi de l'argent, forcément, si l'infrastructure est plus disponible, donc potentiellement on peut rapporter un peu plus que d'autres, ça prend aussi son sens. Donc ça, c'est une autre partie aussi, par exemple, d'avoir des infrastructures assez stables. Et je sais qu'il y a des acteurs assez importants en France, notamment Just Mining, qui proposent du stacking. Vous travaillez c'est sur nos infras. Voilà. Sur vos infras. Ok, c'est ça. Exactement. Alors, pas toutes. C'est pas tout Just Mining est chez nous. Il y a une bonne partie de Just Mining qui est chez nous, par exemple. Et ça, on le sait pas parce qu'en fait, c'est de l'infra. Hein. C'est comme aujourd'hui quand on met des applications et qu'on fait tourner sur des AWS, sur du Google Cloud. Voilà, on le sait pas forcément. Mais effectivement, c'est ça le but aussi. Et derrière, on propose beaucoup de protocoles différents. Donc, qui dit beaucoup de protocoles dit autant de serveurs à chaque fois, autant de nœuds qui sont sur chacune des protocoles. Ça veut dire autant d'archivage de blockchain, parce que du coup, chaque blockchain a plusieurs terras de données, et donc il faut aussi la place. Donc, c'est là où on commence quand même, mine de rien, à arriver à une grosse infra, mine de rien. Une blockchain, ça demande peut-être pas beaucoup d'infra, mais plusieurs blockchains, ça demande de plus en plus. Et le ledger à maintenir en permanence, ça demande une infrastructure assez lourde au final. Et vous êtes sur combien d'infra là actuellement? Donc il y a Ether, Solana. Voilà, il y a du Cosmos, il y a du Polygon. Après les Layer 2, il y a beaucoup de Layer 2. Il y a du Energy Web, il y a du Compound qu'on a rajouté. Enfin voilà, il y en a quelques-uns comme ça. Ok, et vous faites donc ça. Est-ce que vous faites aussi pour des DApp, par exemple Uniswap, Aave Totalement. En fait, c'est ça aussi, exactement. Pour les dApp, c'est là où ça prend tout son sens aussi. C'est que pour les dApp, on a besoin soit de nœuds privés, soit même de nœuds communautaires, parce qu'on a aussi les nœuds que certains peuvent partager. Mais le but, c'est d'avoir des nœuds qui permettent de communiquer en permanence et de greffer l'application sur notre plateforme. C'est d'ailleurs pour ça qu'on l'a développé en Kubernetes, parce que Kubernetes, ça fonctionne en cube. Et aujourd'hui, c'est la nouvelle… C'est la façon la plus simple, on va dire, de réussir à avoir des applications et de les faire migrer d'un provider à un autre. Et c'est une sorte de norme, on va dire, open source qui permet de faire ça. Donc, tout est orchestré par Kubernetes, donc on peut facilement se brancher dessus. Et voilà. Ok, super intéressant. Et David Servet nous dit quels sont les impacts de The Merge sur votre activité? Les impacts, alors c'est plutôt positif en vrai parce que ça va nous libérer un petit peu d'infrastructure, on va dire, parce qu'effectivement jusqu'à présent c'était plutôt en proof of work, c'était plutôt du minage et là on va passer en proof of stake. En soi, après nous, ça va pas nous changer non plus beaucoup. Nous, on préfère aussi valider les transactions et derrière faire du nœud, on va dire, plutôt que faire du minage. Donc en soi, ça va pas changer énormément. Je pense que c'est surtout tous les layers 2, on va voir comment ça va se passer.
Et je pense que ça va simplifier un peu plus ça et peut-être développer un peu plus aussi les projets sur Ethereum parce qu'aujourd'hui, on a un peu de problème en termes de scalabilité. Nous, on le voit sur les projets, on travaille peu sur du Ethereum parce que ça ne répond pas aux enjeux aujourd'hui des vrais projets. D'accord. Et j'avais une question, s'il n'y en a pas d'autres dans le chat. Du point de vue de l'énergie verte, quel est votre positionnement avec Hexagon? Alors nous, vraiment, on cherche à avoir des infrastructures qui ont le moins d'émissions de carbone. Aujourd'hui, il faut savoir qu'on est à peu près à 40 grammes par kilowattheure. Alors, pour vous donner un comparatif, parce que je pense que ça représente rien pour personne. Si on prend le pire élève, si on prend le pire élève au monde, c'est la Chine, évidemment, parce que toute l'industrie numérique ou l'industrie en général tourne au charbon. Ils sont plutôt entre du 600, du 660 Ah oui. de grammes de CO2 par kilowattheure. Donc voilà. Les États-Unis, eux, alors ça dépend beaucoup des États, parce qu'il y a des États qui sont très verts, très renouvelables, d'autres moins. Ça peut aller aussi de 40, il y en a certains quand c'est très vert, ça peut aller de 40 jusqu'à du 150. Donc voilà, le Québec, lui, est un des meilleurs élèves parce que c'est que de l'hydro, c'est que de l'hydraulique, donc eux, ils sont même un peu plus bas. Mais donc voilà, notre impact est quand même pas énorme. Notre but, c'est en permanence d'assurer ça. Nos data centers sont sur des plaques électriques qui sont à la fois du nucléaire et de l'éolien. Et donc voilà, donc l'impact, c'est vraiment, en plus, c'est une force pour nous, pour être honnête, tous nos clients, ils apprécient cette part-là, en fait, de nous. C'était vraiment ce qu'ils cherchent aussi, parce qu'aujourd'hui, même des grosses boîtes, quand on est des boîtes cotées, etc., ça devient réglementaire, en fait, de savoir quelle est l'émission de CO2 de la société, de ses activités pendant toute l'année. Et donc, on les aide à faire ça. Nous, en plus, on fournit l'émission de CO2 sur la facture de nos clients. Les services qu'ils ont consommés pendant le mois, sur la facture, il y a le taux de CO2 émis. Donc voilà. Donc c'est un vrai engagement qu'on a et qu'on essaie en permanence de garder. Hein. Là, on ouvre un data center au Québec. Évidemment, on discute beaucoup avec Hydro-Québec pour qu'ils nous fournissent l'électricité. Les machines, c'est des machines qu'on a. Bon, certes, on les a importées, donc il y a quand même la consommation du trajet, mais encore, on les a envoyées en bateau. Mais voilà, et c'est des machines de seconde main. Il y a les disques durs, je disais, les disques durs, les SSD, on est obligé de remplacer en SSD des disques durs, évidemment. Des cartes graphiques, on est obligé de temps en temps. Mais sinon, le reste, c'est des infras qui ont 8, 10 ans parfois. Et on espère y pousser plus. Donc voilà. Ouais. Et ça marche très bien. Ça marche très bien et ça continue à marcher. Donc voilà. D'accord. Alors, il y a Robin qui pose une question. Pourrais-tu préciser ce que tu entends par Ethereum ne répond pas à certains enjeux? En fait, aujourd'hui, Ethereum purement, Ethereum sans parler des Layer 2, parce que les Layer 2 sont des solutions à pas mal de problèmes, et Ethereum en tant que tel a du mal en termes de scalabilité quand même, et en termes de transactions, enfin en termes de validation de transactions. Donc quand on veut des vrais projets où on a besoin d'une latence minime, c'est pas sur Ethereum qu'on va partir. Et surtout, les frais de transaction d'Ethereum sont beaucoup trop élevés aujourd'hui. Et donc, théoriquement, on verra avec Emerge, mais théoriquement, les frais de transaction vont quand même vont beaucoup baisser. Et à partir de là, on va quand même un peu plus pouvoir travailler dessus. Mais ça ne répond même pas encore au problème de la scalabilité. On verra ça. Le problème de la scalabilité, c'est plus les layers 2, donc les autres projets qui découlent d'Ethereum, qui peuvent faire leurs propres transactions, on va dire, en interne, qui vont répondre à ça. Alors, pour compléter, le problème de la scalabilité sur Ethereum va être résolu quand on va avoir, donc après le The Merge, on va avoir le sharding qui va arriver. Et donc, le sharding, en fait, ça va être plusieurs petits fragments de la chaîne qui sera donc segmentés et ils seront sur des nœuds ou sur des validateurs et ce qui va permettre du coup d'améliorer cette scalabilité et ça va encore améliorer les layers 2 en même temps. Donc, ça va être tout à fait. Diffuser les trucs. David Servet nous pose une question. Quels sont les projets que tu kiffes le plus? C'est une bonne question. Les projets que je kiffe le plus. Alors, évidemment, moi, j'aime bien celui qu'on a fait sur le cinéma parce que je trouve que c'est vraiment bien dans le sens que ça répond à un vrai besoin. Aujourd'hui, on est dans l'économie réelle, on rejette ça dans l'économie réelle. Après, c'est compliqué à dire parce que des projets, il y en a beaucoup trop. Il y en a beaucoup. C'est dur de voir aujourd'hui qu'est-ce qui réussit bien.
Moi, je pense qu'aujourd'hui, toujours quand on le lie au monde réel, enfin à l'économie réelle, on va dire, on a des projets intéressants. Je pense notamment dans l'immobilier, ce qui est en train de se faire, pour justement aussi permettre d'apporter d'autres alternatives sur comment on peut investir dans l'immobilier, comment on peut tokeniser des immeubles, etc., dans les copros, des choses comme ça. Moi, je pense qu'il y a des vrais trucs à faire à ce niveau-là. Et aussi, non, et aussi quand on fait participer le grand public. Il y a un projet par exemple, qui est super intéressant, dont je n'ai pas parlé, mais sur lequel on discutait, c'était avec la métropole Aix-Marseille, donc avec Marseille-Provence. Donc les gars ils sont quand même assez avancés, hein, parce que ça fait plus d'1 an qu'ils réfléchissent à un projet, et c'est ce qu'ils appellent une nudge money, donc monnaie incitative. Et en fait, le but, c'est de permettre de pousser les gens à faire des actes vertueux. Par exemple, à aller faire leur tri, aller faire des choses qui sont bien aussi pour la métropole. Et en fait, derrière, tu scannes un QR code ou un truc comme ça et tu gagnes de la crypto. Tu gagnes de la crypto qui va te permettre derrière d'être dépensé sur des activités de la métropole. Par exemple, je vais pouvoir aller acheter mon ticket pour aller à la piscine, je vais acheter mon ticket pour aller dans tel cinéma, etc., etc. Et mine de rien, c'est quand même la métropole Aix-Marseille-Provence qui est à l'initiative du projet. Et moi, je trouve qu'ils sont quand même bien avancés, parce qu'on n'aurait pas imaginé ça. Et aujourd'hui, c'est un projet qu'on a livré et qui devrait mettre vraiment en prod bientôt. Et donc voilà. Et en fait, à la base, ils ont une application déjà qui existe depuis longtemps, qui est un peu ma métropole dans ma poche, je crois, et qui permet justement de savoir où sont les points de collecte, où est-ce que je peux aller faire mon recyclage, etc. Et là, ils l'ont couplé et ils ont rajouté la blockchain derrière, et qui va permettre de gagner de la crypto et de les dépenser réellement avec un réseau de partenaires. Donc ça, je trouve ça bien. Trop bien. Ouais. Voilà, donc ouais, non, et mine de rien, on ne s'attendait pas à ce que, tu vois, donc il y a des idées comme ça. Et mine de rien, les mecs ont bien réfléchi à ça, parce qu'ils ont réfléchi à toutes les blockchains, donc ils ont réfléchi à Ethereum, et donc le problème d'Ethereum à ce moment-là, c'était la scalabilité justement, et le temps de latence en fait, entre le moment où il scanne les choses et il va recevoir sa crypto. Et donc voilà. Et oui, effectivement, il est sur Hyperledger Fabric. Ouais. Et, Si j'ai la question du coup. et du coup, ils sont sur quel réseau? Sur Hyperledger Fabric. Ah oui, d'accord, ok, oui, pardon, excuse-moi. Ouais, Ok, c'est ouais, bon. ouais. Ok. Parce que mine de rien, aujourd'hui, Hyperledger permet quand même de faire pas mal de projets. Hein. En fait, ça répond à. Alors, c'est une infrastructure qui est plus coûteuse, parce que ça demande pas mal de serveurs, ça demande quand même certaines machines pour gérer ça. Mais aujourd'hui, surtout avec la version 2, hein, parce que Hyperledger Fabric, à la base, c'est quand même été créé par IBM. Ils l'ont mis en open source. Ils ont sorti plusieurs versions, et aujourd'hui, la version 2 répond à beaucoup de choses. Il y a des smart contracts qui marchent super bien. Il y a des crypto-monnaies, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de tokens sur Hyperledger. Maintenant, il y a des tokens qu'on peut créer, etc. Et donc, ils ont réussi à faire quelque chose qui est vraiment intéressant et qui donne confiance, on va dire, aussi aux entreprises. Parce que, alors après, on perd la philosophie de la blockchain publique, évidemment. Oui. Mais c'est de la blockchain de consortium, c'est ce qu'on appelle. Mais on peut très bien mettre des nœuds indépendants chez les différents acteurs. C'est ce qu'on fait nous. On en a un chez nous, on en a un dans la métropole, on en a un chez un partenaire, par exemple. Et le but, c'est à chaque fois de décentraliser via ces partenaires-là, qui n'ont même pas la main en fait sur ça, parce qu'ils ne sauraient pas la modifier ou faire quelque chose sur la blockchain. Donc en fait, c'est vraiment des nœuds de pure validation qui permettent de décentraliser au fur et à mesure. D'accord. Alors, Robin, Starknet, Zcasim, Polygon, ZK, EVM, bref, et le sharding résolve-t-il tous les problèmes que tu as mentionnés? Alors tous, je suis pas sûr qu'il non plus répond à tous, puisqu'il y aura toujours des problèmes en fait aussi. Il y a toujours des nouveaux usages qui vont sortir et des nouvelles choses qui vont se faire. Donc, mais je pense moi personnellement qu'Ethereum est la blockchain qui est la plus avancée, notamment par sa communauté. Ça reste la blockchain où il y a le plus de développeurs en tout qui travaillent vraiment. Vitalik a quand même un certain génie par rapport à ce qu'il a fait. Et il l'a fait évoluer en ce sens. Et il y aura toujours, parce que c'est comme aujourd'hui le fait de faire la passation d'un wallet, des choses comme ça, il y a un moment où va falloir trouver une solution, parce qu'il y a de plus en plus de wallets qui vont se perdre à ce niveau-là. Il y a l'identité aussi qui va devenir vraiment très importante sur la vraie digital identity. Et je pense que ça, ils peuvent y répondre. Mais aujourd'hui, ça ne répond pas encore à tout. Alors, aurais-tu des projets blockchain dans la santé?
Alors, la santé, c'est compliqué parce que la santé, c'est un sujet touchy dans le sens où légalement même, manipuler des données de santé, c'est compliqué. Donc aujourd'hui, on ne travaille pas sur le projet de santé, pour être honnête. On essaie, parce qu'on héberge des données de santé, on commence à travailler sur des projets, mais en dehors de la blockchain. Mais aujourd'hui, sur la blockchain, c'est encore compliqué. Nous, aujourd'hui, on n'a pas vraiment de cas d'usage dans la santé, pour être honnête. D'accord, super. Quelles sont les applications qui, selon toi, permettent d'établir un état du monde qui peut résoudre des problèmes de calcul en temps réel, montée en échelle, latence, etc. Alors, si, je ne suis pas sûr d'avoir bien compris la question. Euh, C'est-à-dire d'établir un état du monde qui peut résoudre des problèmes de calcul en temps réel. T'entends quoi par là exactement? Euh, c'est peut-être ouais, un état du monde. Un état du monde, je vois pas du tout c'est quoi. Un problème de calcul en temps réel. Est-ce que c'est plus un problème de... Ah oui, Ouais, peut-être peut-être, Oracle. oui. Ça peut être une Je vais question essayer de donner intéressante, la mon avis. parole à Robin pour voir si, il peut nous expliquer, peut-être, s'il est là. Bien Ouais. sûr, bien sûr. Tac. Robin, si tu es là et que tu peux activer ton micro, n'hésite pas. Je viens de faire une demande de réactivation de son. Ah, voilà, ça y est. Ah mince, non. On t'entend pas, Romain. Ah voilà, ça y est. Un état du monde en informatique, c'est ce qui te permet de créer une simulation complète. Et il me semble que les solutions sur Starknet peuvent le faire. Et ça peut résoudre des problématiques de latence que tu mentionnais. Donc, je ne sais pas si c'est quelque chose dont tu parlais ou que tu utilises ou que tu envisages d'utiliser. Je me demandais quelles applications ou est-ce que ça permet de résoudre tout ça, quoi. Bah, c'est une bonne question, je t'avoue, j'ai pas la réponse. Je pense que j'aurais dû ramener un des dev tech, sûrement Ah lui, il non, mais aurait plus de je t'en réponses à prie, ce ouais. niveau-là. Ouais, ouais. Mais effectivement, c'est une question très technique. C'est En vrai fait, que j'ai pas la réponse sur ça. ouais, c'est important pour beaucoup d'applications vraiment qui doivent être extrêmement rapides. Faire un état du monde, Ouais, tu vois, c'est une simulation où tu as beaucoup d'objets qui bougent ensemble et ça ouais. permet de savoir à chaque milliseconde, microseconde, ce que fait chaque acteur. Et ça permet une simulation complète. C'est ça ce qu'on appelle, enfin moi, ce que j'appelle un état du monde en informatique. Il y a peut-être un mot anglais que j'ai pas en tête ou un autre mot en français, mais il me semble que ça s'appelle état du monde. Voilà. D'accord, non, d'accord. Non, non, intéressant, effectivement. Non, j'ai pas la réponse. Ok, ok, pas de problème. Parfait. Merci en tout cas pour tes réponses. Non, je t'en prie. Et Merci pour ta peut-être, question, en tout cas. merci Robin, ouais. Peut-être une question sur la vision plutôt la vision stratégique d'Exion. Est-ce que tu as, de manière globale, La vision stratégique aujourd'hui, c'est vraiment de Alors, avant, on faisait du développement, on en fait de moins en moins, pour être honnête. Donc, des use cases, on en fera sûrement moins, parce que notre but, c'est de nous concentrer sur Hexanode, du coup, notre plateforme, et plutôt de développer vraiment la plateforme. Aujourd'hui, elle permet de faire des nœuds, c'est bien. Mais demain, il faut proposer ce que font là aussi des concurrents, c'est-à-dire du SDK, c'est-à-dire vraiment simplifier aussi le fait de s'interfacer avec la blockchain, un peu des smart contracts as a service aussi, donc développer plein de vraies utilités derrière. Donc ça, c'est vraiment sur ça qu'on se concentre. Aujourd'hui, on recrute beaucoup de développeurs pour ça. Donc vraiment, voilà, notre vision, c'est devenir l'acteur de référence européen pour l'infrastructure blockchain avec une plateforme qui marche bien, avec des smart contracts qui marchent bien, qui tournent et dont on n'a pas besoin. Et de devenir en fait le Google Cloud, l'AWS, avec sans prétention aucune, mais d'arriver à ce niveau-là, parce qu'aujourd'hui, c'est eux l'acteur dans le Web 2 de ce niveau-là, qui est juste au-dessus de la couche protocole, hein, parce que avant il y avait Java, il y avait les langages, etc. Eux, ils sont juste au-dessus sur cette couche-là. Aujourd'hui, il y a les protocoles blockchain, les Ethereum et tout ça, et nous, on est juste au-dessus. Et on veut devenir vraiment cet acteur qui va s'imposer à ce niveau-là.
au niveau européen et d'aller très vite chercher à l'international. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on s'est développé au Québec. Et donc, le Québec, ça va être Ceyland. Alors, on a créé Exion Inc., donc la filiale là-bas, et elle va permettre à terme aussi d'attaquer les États-Unis. Donc, c'est pas pour demain, mais déjà bien se développer au Québec et ensuite commencer à attaquer les États-Unis. Moi, je m'occupe du coup de toute l'Europe. On a commencé aussi à regarder un peu sur la Belgique, la Suisse évidemment, le Luxembourg et quelques trucs intéressants. À un moment, on regardera un peu l'Espagne et l'Italie, mais c'est pas les plus attirants, on va dire, sur la blockchain, même s'il y a des gens compétents. C'est pas là où il y a le plus non plus de choses à développer. Et après, il y aura aussi le reste du monde, hein. Donc le Moyen-Orient, l'Asie à un moment, même si l'Asie c'est plus particulier, mais voilà. Donc, Ok. donc c'est continuer comme ça. Une question plus aussi, donc quand je voyais vision stratégique, c'est par rapport au, tu vois, sur la chaîne de valeur. Donc là, si j'ai bien compris, on parle d'Exion quand même plutôt sur la partie donc infra, développement technique. À un moment donné, tu nous as parlé de tokenomics. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu sur un projet blockchain, que ce soit enterprise ou B2B ou B2B2C, quels sont les différents acteurs qui composent un projet blockchain, de la tech jusqu'au go-to-market, jusqu'à la commercialisation et à la maintenance, pour donner un peu une vision de finalement différents métiers, qui soient aussi bien tech, business, designer, etc. Ouais, totalement. C'est vrai que nous, on s'occupe que de la partie tech pure. Et alors, il y a plein de boîtes de blockchain qui font, quand ils accompagnent des SEO, ils les accompagnent de A à Z, surtout aussi sur la partie marketing. Nous, par contre, par exemple, on fait zéro marketing. Donc, dans un projet blockchain, généralement, on a toujours le métier, qui est évidemment celui qui porte le projet au niveau métier, qui a la connaissance métier. Nous, on ne l'apporte pas forcément. On apporte notre vision de la blockchain à adapter au métier, mais eux, ils portent vraiment le métier. Et on a toujours aussi une boîte qui va s'occuper vraiment du marketing et de la communication, qui doit être assez propre à des ICO, à des projets blockchain, où ça demande quand même certaines règles, on va dire, cette façon de faire, évidemment, surtout quand on vise du B2C, parce que voilà, faut toucher beaucoup. Il y a toute la partie juridique, évidemment. Et nous, on est accompagné en permanence par un cabinet juridique. Alors, il y en a pas mal qui aujourd'hui font de la blockchain, ils sont très compétents en France. Donc voilà, nous, on ne se positionne pas du tout sur le juridique aussi, c'est pas notre boulot. Donc voilà, nous, on est purement tech, on va dire, vraiment le développement. Les tokenomics, effectivement, même si les tokenomics pourraient être faits aussi par d'autres personnes. C'est vrai que les tokenomics, nous, par exemple, c'est plus que historiquement, on a des personnes qui ont fait des ICO, qui ont travaillé sur pas mal de projets. En fait, ça se développe au fur et à mesure et il faut aussi rester très attentif sur les projets. C'est dur d'enseigner les tokenomics en interne, par exemple. C'est vraiment réfléchir aux projets, comprendre ce qui se fait, quelles sont les nouvelles méthodes aussi de monétisation, d'incitation, des choses comme ça. Et par exemple, nous, on n'a jamais travaillé sur du play to earn, mais les tokenomics les plus compliqués, moi je pense en tout cas pour l'instant, c'est celles qui sont vraiment dans le play to earn, où il y a beaucoup de mécanismes justement, et c'est là où on voit que beaucoup de projets ont du mal. Au début, ça marche très bien pendant les 6 premiers mois et 1 an, et en fait, au bout d'un moment, non, et en fait, c'est la limite des tokenomics aussi. Donc voilà. Donc il y a vraiment beaucoup d'acteurs différents. Et puis la partie aussi de communauté, parce que c'est vrai que dans le Web3, on parle d'inclusion, on parle beaucoup de communauté. Quand tu parles de Play to Earn, c'est effectivement un des points névralgiques. Alors peut-être moins dans les projets enterprise, mais il y a quand même un écosystème d'acteurs, même si c'est des privés, qui doivent être intégrés. Comment vous faites pour gérer cette partie-là aussi? Je dirais peut-être plus go-to-market en termes de communauté. Est-ce que c'est des sociétés qui sont spécialisées aussi en marketing ou dédiées au Web3? Comment ça se passe? Ouais, c'est des sociétés comme ça. Alors, nous, on fait beaucoup d'events. Moi aussi, je fais beaucoup de salons. Par exemple, on rencontre la communauté, on rencontre les différentes sociétés qui font ça. Donc, je pense que ça marche beaucoup comme ça. Aujourd'hui, on n'a pas encore d'acteurs qui sont le grand acteur de la blockchain, qui ont encore prouvé, qui ont un track record de malade. Je pense que c'est plutôt aussi des équipes différentes, des gens qu'on rencontre. Donc, effectivement, moi, je pense qu'il faut faire beaucoup d'events blockchain. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a la Binance Week, qui est toujours intéressante pour rencontrer les gens, pour discuter, et on rencontre toujours de plus en plus de personnes. Donc, non, aujourd'hui, il n'y a pas encore de secret. Le marché est quand même très récent, mine de rien. Alors, il y a quand même quelques années maintenant, mais il y a encore de nouveaux acteurs qui se créent, des nouvelles façons de faire, et ça évolue très vite. Donc c'est dur de rester vraiment à la page sur tout ça, quoi. Donc, il faut s'entourer des bonnes personnes, ouais, effectivement, mais des sociétés. Ouais. Merci. Tout à fait.
Eh bien, je ne sais pas si dans le chat, vous avez encore des questions. En tout cas, n'hésitez pas. Je trouve que ça a été vraiment intéressant. On a pu entamer tous les volets. En tout cas, merci beaucoup, Sébastien, pour cette invitation. Ça a été vachement intéressant de parler avec toi et puis de parler d'Exaio, en tout cas. Merci à Et vous pour puis, l'invitation, c'était très sympa. Et puis encore, merci beaucoup pour votre contribution à toutes les personnes qui ont lâché un petit message sur le chat, qui ont interagi avec Sébastien. C'était une excellente conférence, j'ai grave aimé, c'était trop cool. La session sera donc rediffusée sur blockchain-hec.com. Je vous donne donc rendez-vous à notre prochain webinaire demain, donc avec Pim, et le 20 septembre avec Morpholab sur la DeFi, le 22 septembre avec des fonds d'investissement spécialisés dans le Web3, et le 27 septembre, un crypto market débrief avec Stan. Et enfin, le 29 septembre, notre épisode mensuel Blockchain Skill and Job, le rendez-vous recruteur, candidat et formateur Web3. Excellente soirée à tous et puis à demain.